Avant toute chose, nous allons essayer de définir le concept de modernité. Qu'est-ce que c'est? باللغة العربية c'est العصرنة, c'est العصر الحالي, الحضارة التي نعيشها حاليا. Que veut dire donc ce terme? C'est très simple. Son étymologie vient du latin, latinia modo, qui veut dire maintenant, ou du grec, liunania modos, qui veut dire lyaum, aujourd'hui. En d'autres termes, la modernité est ce qui se passe ici et maintenant, tout de suite. Nous pouvons donc affirmer que la durée de vie de ce concept de modernité est extrêmement courte, puisque le temps nécessaire de le définir nous positionne déjà dans le passé, ce qui rend ce concept plus que hasardeux. Tout le monde peut convenir qu'il est impossible de prendre des décisions, penser dans un temps aussi court. Comment donc imposer ce concept de façon aussi évidente? Donc la modernité, maintenant que j'ai défini la modernité, on est déjà dans le passé. Donc c'est tout le temps courir après quelque chose, après le temps. Le concept récent de modernité qui s'est imposé au monde entier date de la première moitié du 19e siècle. Il est une résultante directe du siècle des Lumières maçonniques, le maçonnia, la franc-maçonnerie, le Bina al-Hur. Il s'oppose ainsi naturellement à tout ce qui est traditionnel, tout ce qui est taqalid. On le retrouve dans la littérature utilisée pour la première fois par Balzac en 1822. Il prend pour sens l'âge moderne, l'asr al-hadith. L'origine maçonnique de ce concept est extrêmement importante à saisir, il faut bien le comprendre, car l'objectif de la modernité est de penser le monde avec la raison, en dehors de tout ce que ces initiateurs nomment la superstition religieuse. Nous, les croyants, on est devenus des superstitieux, des genres de juhala, jahiliya avant, on n'est pas intelligents. Et eux, ils sont intelligents parce qu'ils utilisent la raison. La modernité est donc un concept athée, sans Dieu, purement matérialiste, c'est très important, le matérialisme, le madda, c'est tout ce qui est quantifiable, ma huwa mawzoun mahsoub, c'est-à-dire 25 grammes, 30 kilos, 25 kilomètres, 1 milliard, 300 millions, tout ce qui est mawzoun. Alors que, je le dis comme ça au passage, tout ce qui est important pour l'homme, كل ما هو هام للإنسان غير موزون، الأخوة، الحب، الخوف، المحبة، كل ما هو مهم عند الإنسان غير موزون. C'est impossible de le quantifier. Et c'est pourtant l'inverse qu'on nous dit. On appelle ça aussi le progrès. Les philosophes des Lumières voulaient justement remplacer l'idée de Dieu par la raison. Voilà. Ils ont tué Dieu et ils ont remplacé, ils ne pouvaient pas laisser la place vide, il fallait mettre quelque chose. Ils ont dit c'est la raison, tafkir l'insan, c'est-à-dire que moi tout seul, je peux répondre à toutes les questions, d'où on vient, pourquoi je suis là, pourquoi l'humanité, pourquoi j'ai des enfants, qu'est-ce que l'amour, qu'est-ce que la fraternité, toutes ces questions-là, maintenant on va les penser par la raison. Et donc la science, la technique, etc. À partir de ce moment, l'homme n'avait plus besoin de penser la création, puisqu'ils avaient décidé ainsi. La rhétorique moderne, ilm al-balagha, la rhétorique c'est ilm al-kalam, ilm al-balagha, est extrêmement puissante et pernicieuse, puisqu'elle placera toute critique, la visant, dans le camp opposé de l'ancien temps, l'arriération mentale, le passé. Ses adversaires seront appelés des has-been, des gens qui qdam, insan qadim. Comme si cette époque était une entité indépendante, comme si maintenant c'était un pays, comme si c'était quelque chose d'indépendant, existant de lui-même, qui imposerait son choix civilisationnel à la multitude. Alors qu'on sait très bien que ce sont des personnes qui ont choisi ça et qui l'ont imposé à nous. On peut aisément rappeler à l'assistance les arguments que les tenants de la modernité développent à chaque fois qu'ils sont en face de traditionalistes comme nous. Il y a la phrase la plus connue, c'est « il faut vivre avec son temps ». Ce qui ne veut strictement rien dire, ce n'est pas un argument. Mais comme tout le monde l'entend à la télé, tout le monde le répète. C'est la télé maintenant qui décide ce qu'on doit penser, subhanallah. Un autre argument qui est tout le temps utilisé, c'est le fait d'utiliser donc des termes péjoratifs, c'est presque des insultes, comme le passé, passéiste, périmé, ringard, réactionnaire, ankylosé, arriéré, archaïque, inadapté, attardé, démodé.
la mode, primitif, rétrograde, sous-développé. Et à cela, eux, ils utilisent des termes beaucoup plus positifs. Eux, ils sont évolués. Eux, ils sont avancés. Ou tout simplement le futur. Le futur qui serait obligatoirement meilleur que le passé. Hein. C'est pour des raisons que l'on ignore. Hein. Peut-être que le futur, il sera très bon pour vous. Peut-être que ça va être une catastrophe. Hein. Vous allez tous mourir, tomber malade. Vous ne savez pas ce que le futur vous réserve. Mais dans cette pensée moderne, le futur est obligatoirement meilleur que le passé. Et ça s'est imposé tout seul, sans argument. Petite anecdote, ça c'est le concret qui revient. Rappelons que toute l'industrie du luxe, hein, recherchée par les élites mondialistes millionnaires, ne travaille que sur des matériaux anciens et nobles, hein, mettant en œuvre des techniques millénaires, le marbre, la pierre, le bois précieux, l'or, les textiles précieux. Le critère marketing d'ailleurs de ces entreprises fait justement référence à l'ancienneté de l'entreprise. Ils vont vous dire telle entreprise depuis 1838. Ça c'est bien pour le business. Pourquoi? Parce qu'ils ont de l'expérience. Par contre pour la pensée, non. Il faut que des trucs nouveaux que personne n'a testé et qu'on nous impose comme la norme. Et ça, ce n'est pas logique. Ce n'est vraiment pas logique. Le paradigme occidental, un paradigme, c'est tout ce qui fait que nous pensons de la même manière. Par exemple, actuellement, le paradigme en Algérie, c'est le paradigme islamique. Donc, on croit en Dieu, on a des rapports sociaux, familiaux, on a des comportements envers le voisin, envers le professeur, envers les enfants, envers le malade, l'économie. Tout ça, ça crée un paradigme. Et on pense par rapport à ce paradigme. C'est très difficile de sortir de son propre paradigme. C'est quasiment impossible. Donc, et le paradigme français, le occidental, c'est un autre paradigme. Dieu n'existe plus, il n'y a plus de société familiale, il n'y a plus de morale. Par exemple, un truc, c'est la nudité, il n'y a plus le hashma, l'ar, la nudité, l'ara, donc mais hashmouch. Donc, alors qu'ici, il y a quand même, c'est vraiment un autre monde. Et ce paradigme-là, occidental, a même créé des partis politiques. Alors, il y a des partis politiques progressistes, les modernes, et ces derniers ils sont opposés aux conservateurs, c'est-à-dire ceux qui, par exemple, croient en Dieu. En France, en Occident, on va parler des chrétiens démocrates, mais ce n'est pas tout à fait cela, hein. Ça reste quand même des modernes. Alors, systématiquement présentés par les médias, hein, comme les conservateurs, comme des reliques du passé, des vieux, dépassés totalement par le cours de la vie et son évolution. Justement, parlant de l'évolutionnisme darwinien, ça c'est très important à comprendre. C'est très important de comprendre l'installation insidieuse, vicieuse de cette idée de la modernité dans le cerveau de nos contemporains. En effet, à partir du moment où on affirme que la dernière génération est plus intelligente que la précédente et mieux adaptée à son environnement, on se retrouve dans l'obligation de rendre cette dernière obsolète, périmée. Donc cette mentalité évolutionniste s'est même imposée au niveau social et économique avec des résultats catastrophiques, voire meurtriers. N'est-il pas question de nos jours de la survie du plus fort? Et vous savez qui c'est le plus fort justement? C'est le plus vicieux sans foi ni loi. Aujourd'hui, on peut dire que la modernité avec un grand M est devenue une religion. Voilà. C'est totalement inattaquable, au risque d'être exclu de la société. Je suis sûr que dans la salle, il y a des gens qui doivent se dire « qu'est-ce qu'il raconte celui-là? D'où il sort? Il vient du passé. » C'est normal, c'est normal, mais vous n'avez pas encore réfléchi, pensé à la critique de la modernité, parce que c'est comme si je vous disais que Dieu n'existe pas. Vous allez dire n'importe quoi, qu'est-ce qu'il raconte? Ce n'est pas possible. C'est exactement la même chose. À partir du moment où on ne s'est jamais posé la question, on ne sait même pas que cette possibilité autre existe. Donc, critiquer la modernité est un blasphème. C'est la même chose. Hein. En Occident, c'est la même chose. C'est traité de la même manière dans la société. Il est donc légitime de se poser la question du remplacement de l'ancien système traditionnel millénaire par une hérésie d'une grande fragilité intellectuelle, mais aussi d'une grande violence sociale. Il faut savoir qu'en Occident, on vous met au chômage, c'est très violent. Il y en a même qui vont en prison, c'est vraiment violent. Hein.
Il faut bien comprendre que pour imposer cette nouvelle façon de penser, les agents subversifs de la modernité affirmaient que ce changement allait offrir plus de liberté aux hommes, améliorer leurs conditions, aussi bien matérielles qu'intellectuelles, que spirituelles. On a promis à l'homme qu'il allait accéder au statut de citoyen libre, avec une notion d'égalité des droits essentiels. C'était quasiment le paradis. Il est aisé de comprendre que ce qui s'est passé dans le réel est l'exact contraire des promesses tenues, puisque nous pouvons affirmer qu'une fois le régicide accompli en France, dès qu'ils ont tué le roi en 1793, le roi a immédiatement été remplacé par le banquier. C'est aussi simple que ça. Dont le pouvoir aujourd'hui est bien plus important que celui des rois, quand bien même ces derniers étaient détenteurs de l'absolutisme royal. Le roi, il était très puissant, il avait le droit de vie et de mort sur ses citoyens, mais les banquiers aujourd'hui, ils ont plus de pouvoir que le roi. Quant à la condition humaine, il suffit de voir la télé, elle est encore plus lamentable puisqu'il n'y a jamais eu autant de pauvreté, d'exclusion, de marchandisation des hommes, de souffrance morale et d'humiliation qu'aujourd'hui. Il suffit d'allumer votre télé ou de lire les journaux. Il n'est pas question ici de remettre en cause toute découverte scientifique positive qui serait utile à l'humanité. Loin de nous cette idée saugrenue et stupide. Il est question ici de penser cette modernité comme elle s'est imposée à nos contemporains, de la déconstruire, de remettre en cause ses fondations intellectuelles très fragiles. On reconnaît un arbre à ses fruits, comme le disait Sayyidina Isa alayhi salam. Et les fruits de la modernité, il faut bien dire qu'ils sont pourris. Donc je vais traiter de 5 sujets très simples, l'économie, la santé, etc. Alors commençons par l'économie. L'économie est peut-être ce qu'il y a de plus moderne, symboliquement, puisqu'elle se vante d'utiliser les mathématiques les plus avancées sur ses places boursières. D'ailleurs, la majorité des transactions sont réalisées à haute fréquence avec des ordinateurs ultra puissants. Les traders sont formés dans des très belles universités spécialisées. Ils utilisent les algorithmes les plus complexes. Dès qu'ils quitteront leurs écoles de formation, ils iront chercher du travail sur les places boursières et commenceront ainsi à spéculer et détruire le travail des autres. Il faut rappeler que la science économique est une science humaine, ce n'est pas une science exacte. Donc la science économique, c'est un choix idéologique. C'est-à-dire, je veux vendre beaucoup de marchandises, je baisse le tarif, ou sinon, je vends cher, mais je vendrai peu, c'est un choix. Je vais vendre de la qualité chère, qui va durer longtemps, ou je vends de la camelote chinoise en grosse quantité pas chère. Ça n'a rien à voir avec la science, ce sont des choix, tijara. Afin de tromper son monde, bien sûr, la modernité va utiliser des termes qui font peur, qui impressionnent, comme par exemple les subprimes, les CDS, les crédits défaut swap, les dark pools, les HFT, High Frequency Trading, la titrisation. Mais en fait, il y a une enquête qui a été réalisée aux États-Unis pour savoir si les économistes savaient tout ça. Et en fait, non, ils ne connaissent même pas les produits qu'ils vendent. C'est juste des vendeurs, c'est extraordinaire. En fait, tout le monde est impressionné, ils se disent qu'ils gagnent beaucoup d'argent parce qu'ils sont intelligents, ils savent ce qu'ils font. En fait, pas du tout. Personne ne sait ce qu'il fait dans cette affaire. Le résultat de toute cette folie n'est pas très compliqué. Alors que l'Algérie n'a quasiment plus de dettes, voire plus du tout de dettes, la France a dépassé les 2500 milliards d'euros de dettes. Aux USA, on est aujourd'hui à 60 000 milliards d'euros de dettes. 60 000. Est-ce que vous savez que la planète entière, tout ce qu'elle possède, la planète entière, est estimé à 50 000 milliards d'euros. C'est-à-dire que là, les États-Unis ont eu une dette plus chère que les biens de la planète. Donc, la première réflexion qui vient à l'esprit, elle est irremboursable. Il n'y a pas assez d'argent sur Terre pour rembourser la dette américaine. Il faut savoir également que la spéculation boursière met en jeu virtuellement les dizaines de fois la somme de la richesse mondiale. Donc tout ceci, c'est du vent. Sauf que lorsqu'un trader spécule à la bourse de Chicago, le Forex, ou sur les matières premières alimentaires justement, il arrive que des émeutes de la faim explosent dans le monde, ici et là. C'est extrêmement sérieux et grave tout ça. Nous pouvons également parler du concept très moderne de croissance. Alors la croissance, c'est assez extraordinaire comme concept. Selon les économistes, un pays se doit d'avoir au minimum entre 3 et 5% de croissance par an afin de créer de la richesse et de l'emploi. C'est comme ça. Bizarrement, absolument personne ne s'est posé la question de cette croissance infinie dans un monde fini.
C'est-à-dire qu'on a 35 millions d'Algériens, vous ne pouvez pas leur vendre 35 millions de voitures, puisque ce n'est pas possible. Donc normalement, une usine, elle va limiter sa fabrication. C'est aussi simple que ça, sinon les voitures, elles resteront sur le marché et ça va baisser le prix de la voiture. C'est logique ça à comprendre. Pourtant non. Dans la théorie et la pratique quotidienne en politique dans le journal télévisé, la croissance doit rester tout le temps entre 3 et 5, 10% par an. Pour eux, c'est ça ce qu'il y a de mieux. N'importe quel enfant sait que les arbres ne poussent pas jusqu'au ciel et que cette idée folle de croissance continue et infinie est la source justement de tous les maux de l'humanité, notamment la pollution, le réchauffement climatique, même si c'est litigieux le réchauffement climatique, le chômage endémique causé justement par la recherche de profit qui pousse à diminuer les dépenses et les charges et en premier lieu les salaires. Parce que ça aussi, il faut quand même qu'on l'explique. Pour gagner plus d'argent, ils baissent les salaires, mais si on baisse les salaires, les gens ils ont moins d'argent, ils ne peuvent pas acheter. Donc ce que je fabrique, je ne peux pas le vendre. Donc tout ceci ne sert strictement à rien, c'est complètement absurde. Puisque actuellement, tout ce qui est fabriqué dans le monde est fabriqué en Chine. Donc si tous les Français sont au chômage, qui va acheter la marchandise qui vient de Chine? Mais ça, il n'y a personne qui se pose la question. C'est acté, c'est comme ça. Taboulat kara, c'est comme ça. Et si vous posez la question, vous passez pour un passéiste, un ringard, etc., etc. Pour donner un exemple du visage de cette folie moderne de l'économie virtuelle, on va citer par exemple Jérôme Kerviel, qui s'est rendu célèbre avec la Société Générale, puisque ce monsieur s'est retrouvé en train de jouer en bourse plus de 5 milliards d'euros à lui tout seul, et qu'il a fait perdre à sa banque, la Société Générale. Comment peut-on laisser un seul homme, une seule personne, jouer avec un pactole aussi grand? On peut citer également le trader fou qui, en juin 2009, a passé une commande de 7 millions de barils de pétrole brut depuis son ordinateur personnel, tranquillement installé à la maison. Il était complètement alcoolisé depuis 3 jours. Et cet ordre d'achat a fait bondir. Il était complètement saoul, il a appuyé sur l'ordinateur. Et les cours boursiers du pétrole ont bondi, puisque ça correspondait à 70% du marché, cette commande. C'est dire la fragilité du système. Sans oublier les risques de virus informatiques, etc., qui peuvent basculer la planète en enfer pour rien. Bon, le meilleur exemple pour la fin, le nec plus ultra de l'économie mondiale, c'est Bernard Madoff et ses 70 milliards de dollars spoliés à des milliers de clients dans une gigantesque cavalerie ou pyramide de Ponzi. Je ne sais pas si vous connaissez la pyramide de Ponzi, c'est-à-dire quelqu'un qui me prête de l'argent, je vais lui dire il me prête 100, je lui dis je te rends 110, mais cet argent, je le mange, et quand il va me le redemander, je vais lui donner l'argent du client d'après, parce que l'autre, il va me donner des sous, l'autre, il va me donner des sous, et au bout de 10 ans, le premier, je vais le payer avec l'argent du dernier. C'est ça une pyramide de Ponzi. Et l'économie européenne occidentale fonctionne sur des pyramides de Ponzi. Il y en a eu plusieurs. Et celle-là, c'est la plus connue, c'est celle de Madoff. On ne sait même pas la somme exacte, c'est entre 60 et 80 milliards. Il y a une grosse partie qui a fini en Israël via Monaco, mais ça, personne n'en parle, c'est pas grave. Donc ce monsieur garantissait 10% de revenus à ses clients, dont certains étaient même heureux de pouvoir être acceptés dans son prestigieux fonds de pension, qui n'était qu'une énorme bulle vide, une arnaque des plus lamentables. C'est des trucs de gamins. Un enfant, il pourrait comprendre ça. Rendez-vous compte, on parle de 70 milliards de dollars. C'est le budget d'un grand pays européen. Le budget de la France, c'est 350 milliards d'euros. Le budget de la France entière, une année de budget, c'est 350 milliards d'euros. Et lui, il a mangé 70 milliards de dollars, on ne sait pas comment. Aux dernières nouvelles, le plus grand fonds de pension japonais, le GPIF, qui s'occupe des retraites des Japonais, vient de perdre ce trimestre 60 milliards d'euros. On ne sait même pas de quoi on parle. Pour finir avec ce chapitre économique, il est aussi important de parler de la place de l'usure, riba. L'usure dans ce système financier, parler de la place de l'usure dans ce système financier, puisque l'usure, c'est la création ex nihilo d'argent qui n'existait pas. Vous connaissez tous la riba, je vous prête 1000 euros, 1000 dinars, vous me rendez 1100, 1200, 1300 dinars. C'est un interdit religieux extrêmement grave, puisque dans Surat al-Baqarah, on sait très bien que Dieu déclare la guerre, Dieu et son prophète déclarent la guerre aux pratiquants de l'usure. Mais
on ne va pas rentrer dans ces considérations religieuses, ce n'est pas grave. On va parler d'économie. Toute personne saine peut comprendre que la création systématique de monnaie en parallèle du capital ne peut créer que de l'inflation, encore de l'inflation, c'est-à-dire affaiblir la monnaie. Puisque si vous me prêtez 1000 et je vous rends 1000, si quelqu'un, je lui prête 1000, il me rend 1200, ces 200-là n'existaient pas. Donc ça va créer de l'inflation, la monnaie diminue, il faut imprimer de la monnaie. C'est facile à comprendre. Il faut bien comprendre que contrairement à l'Algérie, qui en est très loin, toute l'économie européenne, occidentale est basée sur l'usure. L'achat de maisons, l'achat des voitures, des meubles, de l'électroménager, matériel professionnel. Il y en a même qui payent les salaires avec des prêts bancaires. Toute l'activité économique est usure. Pire encore, ils ont même créé un concept encore plus fou, c'est l'anatocisme, c'est de l'usure sur l'usure. C'est grave, c'est-à-dire rien sur rien. Et on comprend maintenant pourquoi le monde va si mal. Cette virtualité ne peut que s'effondrer devant les yeux de toute personne qui accepte de voir la réalité en face. Alors là, le système économique occidental s'effondre. C'est un fait, on ne le discute pas. Je ne demande pas votre avis ou mon avis ou l'avis de quelqu'un d'autre. Tout s'effondre. Et d'ailleurs, si vous voyez bien à l'écran, la ligne du bas, ici, c'est donc la bleue, c'est la dette de la France depuis 1978, des années 70 jusqu'à aujourd'hui, sans l'usure, et en haut, c'est l'usure, c'est la dette installée avec l'usure. Donc si on n'avait pas installé l'usure, la dette elle serait en bas, et donc si on appuie sur la prochaine diapositive, vous allez comprendre la différence que représente au niveau de la dette française, les 2500 milliards d'euros, l'usure, qui est quasiment irremboursable. Si nous avons commencé cette conférence avec la question économique, c'est parce que justement, elle dominera toutes les autres questions. Systématiquement, l'argent reviendra. L'argent est tout le temps central. Traitons par exemple maintenant de la question de la santé moderne. Qu'en est-il de la santé? Là encore, on nous fera croire que les avancées scientifiques ou technologiques au niveau de la santé sont spectaculaires et d'une efficacité inégalée. Sauf que la réalité est souvent décevante, car l'argent a pris le contrôle. Avant toute chose, il faut savoir différencier le soin proprement dit, qui aboutit à la guérison suite à la prise de médicaments, toute une vie durant. Quand on dit « je vais soigner quelqu'un », vous allez chez le médecin, il vous donne un traitement, au bout d'une semaine, 15 jours, 1 mois, vous guérissez, c'est fini, vous redevenez normal, bien. Si vous prenez des médicaments pendant 40 ans, 50 ans, j'appelle pas ça soigner, vous êtes malade. Vous êtes un malade traité. On appelle ça en France une affection longue durée. C'est-à-dire que vous allez prendre vous avez du diabète, de l'insuline à vie, vous avez de l'hypertension, vous allez prendre des antihypertenseurs à vie, etc., etc. Donc on n'appelle pas ça soigner. C'est un échec du système moderne à soigner ces maladies. Il faut bien qu'on se mette d'accord là-dessus. En d'autres termes, les systèmes de santé modernes ne soignent pas les gens, mais les font entrer dans un système de dépenses de soins interminable et totalement inefficace. Pourtant, des milliards ont été injectés dans la recherche depuis 30 ans, on attend toujours les résultats. Je crois que c'est De Gaulle qui disait aux chercheurs, vous cherchez beaucoup, ça serait bien qu'un jour vous commenciez à trouver. Parce qu'on appelle ça des chercheurs, ils cherchent. Mais à un moment, il faudrait commencer quand même un petit peu à trouver des remèdes. La médecine moderne ne soigne pas le diabète, la médecine moderne ne soigne pas l'hypertension, la médecine moderne ne soigne pas le cancer, la médecine moderne ne soigne pas les maladies neurodégénératives, Parkinson, Alzheimer, sclérose en plaques, etc. La médecine moderne ne soigne pas les maladies psychiatriques, etc., etc., etc. Il est question ici d'une très grande proportion des malades qui sont obligés de prendre tous les jours des traitements totalement inefficaces et avec des effets secondaires parfois lourds. On pourrait aller plus loin puisque la médecine moderne ne soigne même pas la grippe. Mais bon, c'est pas grave. Pire encore, la médecine moderne, plus exactement Big Pharma, a décidé d'inventer des maladies. Il suffit de lire le livre de Georges Blech, Les inventeurs de maladies, afin de pouvoir vendre des médicaments. On peut citer par exemple la vieillesse qui est devenue une maladie, comme la ménopause. Maintenant, ils veulent créer la ménopause chez l'homme, l'andropause. Ou un exemple très important, c'est la grossesse. La grossesse, c'est devenu une maladie. D'ailleurs, maintenant, une femme qui doit accoucher naturellement, il faut qu'il lui coupe le ventre, faire une césarienne pour facturer une belle chirurgie. C'est pratiqué en France, en Italie, en Algérie, partout c'est pratiqué.
C'est quand même gravissime, parce que je vous signale qu'une femme qui a fait 3 césariennes, elle ne peut plus avoir d'enfant. On lui interdit, c'est très grave, hein, c'est un acte criminel. D'ailleurs, c'est considéré dans le droit français comme de la mutilation, c'est comme si vous l'avez torturé. Pourtant, les moyens ne manquent pas, la technique non plus. Ils ont des machines, ils ont de l'outillage pour faire de la recherche. Cela fait 30 ans que les centaines d'universités occidentales engloutissent des budgets faramineux en recherche. Pourtant, le résultat sur le cancer est quasi nul. On ne soigne pas le cancer aujourd'hui, c'est clair. Il y a 2-3 cancers liquidiens du sang qui sont soignés. Tous les autres, au bout de 5 ans, vous êtes morts. Est-ce que c'est clair? Ça, c'est une étude anglo-australienne qui a été faite sur plus de 250 000 patients. La durée de vie au-delà de 5 ans, c'est 2%. Voilà, sur 100 malades qui ont été traités, il restera à peu près 2. Sur 5, 6 ans, 7 ans, 8 ans, ils vont décéder. Alors que les États-Unis, l'Europe, le Japon, ils ont tous mis des dizaines, des centaines de milliards de recherches sur le cancer. Rien, absolument rien n'a été trouvé. Ils commercialisent des médicaments qui coûtent 30 000 euros, 40 000 euros par an par traitement et ça ne sert à rien. 150 000 morts par an en France dues au cancer. 340 000 nouveaux cas de cancer par an en France. Tout le monde aura compris que l'intérêt de Big Pharma, de l'industrie pharmaceutique, n'est pas de soigner mais de proposer des traitements de longue durée afin de remplir les caisses et de distribuer des dividendes importants aux actionnaires. C'est une affaire de gros sous, d'argent. On parle de 1 millier de milliards de dollars de budget, de chiffre d'affaires de l'industrie pharmaceutique. La situation est tellement catastrophique que nous avons assisté à des scandales meurtriers comme celui du Mediator, par exemple, pour ne citer que celui-ci, responsable de plus de 2000 morts et des milliers de maladies cardiaques graves dues aux effets secondaires de cette molécule toxique à base de fluor, le benfluorex. Les exemples de molécules inutiles, inefficaces et toxiques comme le Mediator sont très nombreuses. Sans aucune conséquence judiciaire, il n'y a pas un seul industriel qui est allé en prison en Occident. Au contraire, là encore l'argent est roi, il permet au pire des cas de payer quelques amendes, 200 millions de dollars, 300 millions de dollars, et c'est parti, on continue la même mascarade. Concernant la santé, nous pouvons également parler des OGM. Les OGM, c'est les organismes génétiquement modifiés. Ces nouvelles plantes génétiquement modifiées sont également vendues comme étant le summum de la technologie et du génie génétique. On nous a fait croire que les scientifiques manipulaient l'ADN de ces plantes avec une précision chirurgicale. Comme s'ils prenaient l'ADN, ils prennent une partie comme ça, ils mettent une toute petite partie, après ils changent. En fait, ce n'est pas ça du tout. Hein. Le génie génétique, c'est pas ça. C'est des canons à ADN. Ils mettent sur des particules d'or des petits morceaux d'ADN et ils bombardent avec les cellules. Il y a plein de cellules qui meurent. Celles qui résistent, ils appellent ça des OGM. Pour eux, c'est le zhar, c'est totalement du zhar. C'est du grand n'importe quoi. Ils jouent avec plus fort qu'eux. Alors il faut vraiment, vraiment lire et voir la vidéo de Marie-Monique Robin, Le Monde selon Monsanto, pour comprendre que les OGM sont extrêmement toxiques, sont cancérigènes, c'est une catastrophe, mais si ce n'était que ça. Pour rester justement sur ces OGM et leurs grandes firmes productrices comme Monsanto, Pioneer, BASF, etc., rappelons qu'ils l'ont imposé avec une promesse d'un monde meilleur, débarrassé de la famine, grâce à des plantes magiques résistantes à toutes les maladies, à tous les insectes, avec des rendements extraordinaires à l'hectare. C'est 150 kento bidule. Et en fait, en réalité, c'est exactement l'inverse. Les plantes naturelles, elles donnent plus. C'est Marie-Monique Robin qui le démontre. Pire encore, le prix de revient global de ces semences oblige l'agriculteur à acheter d'autres produits, c'est obligatoire dans le contrat, ils sont obligés d'acheter le Roundup, ce qui a ruiné des dizaines de milliers d'agriculteurs dans le monde, poussés au suicide. On parle ces 20 dernières années en Inde seulement de 290 000 agriculteurs suicidés parce qu'ils ne pouvaient plus payer Bayer, Monsanto, etc. Un véritable génocide, c'est ça la modernité. Ça, c'est ce qu'il y a derrière le rideau de la modernité.
Ces mêmes agriculteurs qui, avant, récupéraient les semences à partir de la récolte de l'année dernière. Ils prenaient les meilleures plantes, ils prenaient les beaux épis de maïs, ils prenaient, ça c'est les plus beaux, ils les gardaient de côté pour la récolte de l'année d'après. Là maintenant, il est obligé de les acheter. C'est complètement absurde. Encore une fois, l'argent est l'élément central dans toutes ces affaires. Pire encore, tous les remèdes naturels, de grand-mère comme on appelle, pourtant très efficaces que l'histoire humaine et la sagesse ont permis de conserver à travers les siècles, ont été effacés de la mémoire moderne. Prenons par exemple tout ce qui concerne la cicatrisation. Les services les plus pointus des hôpitaux occidentaux, les plus pointus dans des chambres blanches, ça coûte très cher. Quand par exemple on accepte des grands brûlés et les grands blessés, ils ont du mal à obtenir une bonne cicatrisation et font face à des risques importants d'infection par les maladies nosocomiales qu'on attrape à l'hôpital. On va en parler juste après, comme le staphylocoque doré, quasiment toujours mortel. Ils se sont rendus compte, in fine, que le meilleur cicatrisant au monde, c'était le miel. C'est tout. Sauf qu'ils l'utilisent en dernière intention, c'est-à-dire le temps que ça s'infecte et qu'on lui coupe la jambe au malade. Parlons justement des maladies nosocomiales. Alors, concernant le miel, ce n'est pas moi qui le dis, c'est le professeur Henri Joyeux qui a écrit des bouquins là-dessus. J'ai un ami qui est pharmacien qui a fait une thèse sur le miel, sur les 6 raisons pourquoi le miel est excellent pour la cicatrisation. Donc, ce sont des choses qui sont connues, ce n'est pas des histoires de grand-mère. Ça a été étudié dans les universités, développé dans des thèses, écrit dans des livres, etc., etc. Vous devriez voir les vidéos du professeur Joyeux sur Internet, elles sont exceptionnelles. Parlons justement des maladies nosocomiales. Les maladies nosocomiales, c'est celles qu'on attrape à l'hôpital. C'est-à-dire que vous entrez pour une infection quelconque, vous vous cassez la jambe. Et il faut faire une chirurgie. Et à ce moment, bon, la chirurgie, on réduit la fracture, on met un plâtre. Normalement, vous rentrez chez vous au bout de 3-4 jours, une semaine. Après, la nature, elle fait les choses. Sauf que là, vous rentrez et vous sortez avec le staphylocoque doré. Le staphylocoque doré, si vous ne le soignez pas, on va vous couper la jambe. Si vous êtes âgé, si vous êtes diabétique, vous êtes mort, je vous le dis tout de suite. Donc, c'est quoi les maladies nosocomiales? Aux USA, 10% des patients hospitalisés sont victimes d'une infection nosocomiale, soit 2 millions de patients par an. Cela a entraîné 88 000 morts en 1995. 88 000 morts. Et un coût allant entre 5 et 11 milliards de dollars. Il est question de 37 000 morts en Europe en 2012, 37 000 morts. Imaginez le cas d'un patient, donc comme je vous l'ai dit, alors ça fait quand même beaucoup, 88 000 morts par an. Dans un système de santé que l'on présente comme exceptionnellement moderne et efficace, personnellement j'appelle ça un carnage, une boucherie, un génocide. Donc quand vous voyez les séries télévisées Urgence ou Grey's Anatomy, quand vous voyez tous ces nickels tout propres, ça c'est faux. Il faut bien le comprendre. C'est pas la vérité, c'est que ce qui se passe dans les coulisses, c'est autre chose. Il y a également ce qu'on appelle le mésusage médicamenteux, c'est-à-dire tout ce qui va être effet secondaire ou mauvaise utilisation des médicaments avec les interactions entre les médicaments. Nous avons actuellement des ordonnances quasiment poubelles en France. Moi, j'ai vu des ordonnances de 20-25 médicaments. Alors que n'importe quel médecin sait qu'à partir de 3 médicaments, on ne sait plus ce qui se passe dans le corps humain. 3 médicaments, c'est énorme. On ne sait plus s'il y a par exemple un effet secondaire, est-ce que c'est le premier, le deuxième ou le troisième, ou est-ce que c'est les deux en même temps, les 2 premiers ou le premier et le troisième, c'est très compliqué à gérer. N'importe quel médecin. Donc, il y a, selon le ministère français de la Santé, 128 000 hospitalisations et 8 000 décès par an du seul fait de ces mauvaises interactions médicamenteuses que l'on présente comme des grands progrès de la modernité, de la science, blabla, blabla, blabla. La technologie moderne, c'est bien, mais encore faut-il connaître l'envers du décor, que l'on se comprenne bien, ce n'est pas la maladie qui a tué le patient, dans ce cas précis, c'est bien le médicament. Ce n'est pas la maladie qui a tué le patient, on est bien d'accord. Ces complications rapportent plusieurs milliards d'euros de chiffre d'affaires à l'industrie pharmacochimique, c'est-à-dire que ces complications des interactions médicamenteuses ou maladies nosocomiales, c'est très bon pour l'industrie. Ils vont proposer plein de molécules, etc., etc. C'est pourtant alors, la solution est pourtant simple, être plus rigoureux au niveau de l'hygiène.
Pourtant, aucune campagne de grande envergure n'est réalisée en France, et encore moins en Europe, pour faire cesser ce carnage. On a eu un attentat à Paris, il y a eu 130 morts, il y a un état d'urgence pendant 6 mois, 1 an, tout le monde doit être fouillé, il y a eu 1000 perquisitions pour 130 morts. Là, on parle de plusieurs dizaines de milliers de morts, il n'y a même pas de campagne télévisée pour sauver ces gens. C'est des gens qui meurent, hein. C'est le papa de quelqu'un, c'est le frère de quelqu'un. C'est juste que ce n'est pas spectaculaire comme un attentat à la télé. Voilà, ça meurt en silence dans les hôpitaux. Et ça, c'est triste. Alors, et pire encore, c'est d'autant plus grave que des solutions très efficaces existent contre les bactéries résistantes. C'est par exemple quelque chose de très important à connaître, les bactériophages. C'est une technique éprouvée qui attaque les bactéries grâce à des virus spécifiques. C'est des virus qui rentrent dans la bactérie et qui la font exploser. Malheureusement, le coût très bas de fabrication couplé à la grande efficacité de ces bactériophages n'est pas de nature à intéresser l'industrie pharmacochimique dont le combustible est exclusivement le profit, donc l'argent. Le bactériophage, c'est une technologie qui existe en Europe de l'Est, ça coûte 10 € le traitement. Les antibiotiques de dernière génération, ça coûte des dizaines de milliers d'euros le traitement. Donc une usine, un économiste moderne qui n'a ni foi, ni loi, ni morale, ni rien, eh bien, il est intéressé par l'argent, le fric. On pourra parler des heures entières des dérives de la chirurgie esthétique aussi, qui conduisent le plus souvent ces pauvres dames qui ont eu la mauvaise idée d'y voir recours à des drames personnels transformant des centaines de milliers de visages en peau de derbouka, totalement inexpressifs et d'une laideur inimaginable. Le désir de rester jeune de certaines personnes a conduit à l'émergence de nouveaux canons de beauté, ou plutôt de laideur, tout à fait subjectifs avec la transformation du sens de l'esthétique de ces victimes et de la propagande jeuniste, pour utiliser ce néologisme. Le jeunisme, c'est ça la modernité. Il faut être resté jeune. C'est un corollaire de la modernité qui ne donne de la valeur qu'à ce qui est récent, frais, éclatant, qui est plein de santé. Donc tout ce qui est vieux, tout ce qui est un peu âgé, c'est périmé, il faut le jeter à la poubelle, et ça donne ça. C'est-à-dire, en fait, de la laideur. Et on est obligé d'assister à ça, on est obligé de voir ça et de faire comme si de rien n'était. Non, c'est pas rien, c'est laid. Concernant justement la société, alors les changements sociétaux, ben, ce n'est pas compliqué, il y en a quelques-uns. On va parler d'un des plus violents, c'est l'euthanasie. L'euthanasie, c'est quoi? C'est un des derniers chevaux de bataille de la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie a décidé de faire passer l'euthanasie dans la société française. C'est déjà passé en Hollande, en Belgique, en Suisse. Alors, les francs-maçons présentent cette pratique comme une avancée sociale, un progrès indéniable. Elle est présentée également comme un acte d'amour que l'on témoignerait aux patients souffrants. Mesquine, il souffre, il faut le tuer, comme ça le soulage. Encore une fois, c'est toujours présenter des 1000 excuses sentimentalistes dans le but de faire adhérer le plus grand nombre. Sauf que la réalité est tout autre. Déjà, la société moderne occidentale, individualiste, égoïste, hédoniste, matérialiste, n'a aucune leçon d'humanisme à donner, puisqu'elle ne fait preuve à aucun moment dans son quotidien de cet humanisme. Alors là, on nous explique, oui, on veut soulager l'autre. Le type, il ne connaît pas le nom de son voisin. Son père est à l'hôpital depuis 20 jours, 1 mois, 3 ans, il n'est pas allé le voir. Enfin, il n'y a plus aucun rapport humain, social entre eux. Par contre, ils veulent nous imposer l'euthanasie par amour de l'autre. Ce n'est pas logique, c'est de l'hypocrisie. Voilà. Alors, ils veulent faire adopter cette loi en France, mais pire encore, elle est déjà appliquée. Elle est déjà appliquée, notamment dans les hôpitaux, puisqu'il suffit de lire le livre « On tue les vieux », hein, on tue les vieux pour comprendre qu'il tue les vieux à l'hôpital, il les débranche pour libérer des lits. Hein, pour libérer des lits. Il tue des gens pour libérer des lits, et bien sûr parce que la personne âgée, elle coûte cher à la société, et comme elle coûte cher à la société, il faut s'en débarrasser. Et ça, Jacques Attali l'a dit, hein, à partir de 65 ans, ça serait bien d'euthanasier les gens, puisqu'ils ne servent plus à grand-chose. On peut également parler d'une catastrophe sociale qui s'est passée en France, c'est le mariage des couples du même sexe. Hein. Il paraît même que c'est une avancée sociale considérable et d'une grande modernité, alors qu'il y avait dans la rue des millions de personnes qui le refusaient. Hein. Donc on nous explique que 2 hommes ou 2 femmes peuvent se marier. Pire encore, ils peuvent même acheter des enfants. Hein. On appelle ça la GPA, la grossesse pour autrui.
Et bien sûr, tout ça est basé sur la théorie du genre, c'est-à-dire que le sexe masculin ou féminin, ça n'existe pas. On peut être un homme en étant une femme, on peut être une femme en étant un homme, on peut être une femme pendant une période et dans sa tête devenir un homme après, on peut faire ce qu'on veut. Ça, c'est des idées complètement stupides qui passent pour des grands intellectuels en France. Hein. Ça va dans les universités, ça fait des conférences, docteur honoris causa de l'université de Bordeaux, je crois, Judith Butler, etc., etc. Donc maintenant, ils vont faire passer encore autre chose, c'est-à-dire la GPA, la grossesse pour autrui. On va payer une pauvre africaine ou asiatique, elle va porter un enfant pendant 9 mois, on va lui donner 20 000 $, et quand le bébé va sortir, on va l'offrir aux pauvres petits couples d'homosexuels qui ne peuvent pas avoir d'enfants parce que, ben ma foi, c'est pas possible. Il n'y a hélas aucun discours raisonnable à tenir contre cette idéologie mortifère. C'est impossible. On ne peut pas tenir ce discours. C'est un discours. On ne peut pas les raisonner. C'est la fin de l'histoire. Toutes ces dérives catastrophiques ont été rendues possibles que grâce à la sécularisation des sociétés occidentales modernes avec la révolution dite des Lumières. Ce n'est que ça, hein. Tout a commencé là. Certaines personnes ont estimé que le modèle ancien était obsolète et qu'il fallait le changer pour un nouveau modèle. Ni Dieu, ni maître. Telle était la devise de ces anarchistes. Et en fait, en réalité, tout était faux. On s'est retrouvé, l'homme devenait libre grâce à sa raison, etc. Sauf que là encore, tout est faux. C'est-à-dire que le nouveau paradigme se présente comme une dictature et qu'on n'est pas du tout libre de le penser. La franc-maçonnerie ayant été au centre de ces changements révolutionnaires, elle a pris le pouvoir politique, économique et militaire en lieu et place du précédent pouvoir royal. Et ainsi, ils ont imposé la laïcité comme une nouvelle religion et imposé leur désordre. In fine, le résultat est lamentable, puisque nous avons des sociétés de plus en plus stupides, le matérialisme et l'individualisme ayant détruit tout lien social et familial, la société occidentale moderne est noyée dans une propagande d'une grande grossièreté. Le pain et le cirque sont les deux mamelles de l'ingénierie sociale. Le niveau d'instruction a chuté et l'école a été réduite à produire des générations d'illettrés incapables de compter ou d'écrire des courriers sans commettre plein de fautes d'orthographe. Toutes les dérives sectaires sont désormais possibles. Les pires mouvements de mode satanistes en pignon sur rue, voire des églises, comme aux États-Unis, il y a l'église de Satan. Dans la rue, vous avez la mosquée, vous avez l'église catholique, protestante et l'église de Satan normale. Une autre roue, donc ce qui a fait plonger les peuples qui sont complètement déspiritualisés dans les bras des charlatans, des voyants, des gourous de toutes sortes et de toutes les sectes possibles et imaginables. Nous savons par exemple que les Français sont les plus grands consommateurs d'antidépresseurs alors qu'ils sont censés avoir une vie matérielle plus que satisfaisante. Le résultat humain se résume dans la photo qui s'affiche actuellement à l'écran et qui ne nécessite aucun commentaire supplémentaire. C'est ça la liberté, la modernité. La sexualité a également pris une place très importante dans la société moderne. On ne peut pas vendre un produit sans mettre une femme dénudée à côté. L'alcoolisation des masses est catastrophique, surtout les jeunes. Et aussi quelque chose d'extraordinairement grave, la démocratisation de la pornographie grâce aux satellites qui est rentrée dans tous les foyers et ils appellent ça la libération de la femme. Faut-il en rire ou en pleurer? Bien sûr, on peut ajouter à ça tout ce qui est le cirque, le jeu, le foot, les jeux de hasard, le qmar, tout le monde, on a des sociétés occidentales qui tournent autour de ça. Si malgré tous ces artifices, votre âme ne trouve pas le salut, la paix, on vous proposera de réaliser des psychanalyses freudiennes. Encore une nouvelle arnaque totalement anti-scientifique et au résultat plus que catastrophique. Mais bon, on vous fera croire que vous êtes malade, il faut faire des analyses. Mais en fait, ça ne répondra absolument à aucune question existentielle et on le sait aujourd'hui qu'en Occident, nous avons les plus grands taux de suicide, notamment chez les jeunes. Au niveau de la politique, on nous a présenté la démocratie comme un modèle insurpassable. La démocratie, c'est pas critiquable. C'est une perfection de la réflexion humaine. On nous a présenté les élections comme étant l'expression de la participation populaire dans la crise des décisions importantes, dans la prise des décisions importantes. C'est-à-dire que c'est le peuple qui vote, c'est le peuple qui choisit. La propagande occidentale part systématiquement de sociétés civiles vivantes représentées par les associations et les intellectuels qui passent à la télé, etc. En réalité, dans la pratique, ce sont toujours les mêmes qui sont au pouvoir en France depuis plus de 50 ans, voire un siècle. Ce sont à tour de rôle la gauche ou la droite, l'UMP ou le PS, c'est tout le temps les mêmes.
depuis des années. Et les intellectuels aussi, c'est toujours les mêmes. On en a à peu près une trentaine, une quarantaine, maximum une cinquantaine. C'est tout le temps les mêmes qui passent à la télé, qui parlent et qui ont imposé ce paradigme. Donc il n'y a pas de liberté, il n'y a pas de démocratie, le peuple ne contrôle rien. Quels que soient les scandales induits et accumulés par ce choix politique, c'est inamovible, c'est incritiquable. Pourtant, on peut se poser une question simple et légitime. Le modèle démocratique offre le même droit de vote aux citoyens totalement ignorants des élections, qui n'a pas lu le programme des candidats et qui ne sait même pas quel est le nom du candidat. Il a le même droit de vote qu'un citoyen politiquement engagé qui a lu tous les programmes politiques et qui connaît tout. Déjà, rien que ça, c'est complètement absurde, injuste. Ce n'est pas logique. D'ailleurs, il est simple de constater que les partis dotés des plus gros moyens, donc le vote est une supercherie, que ça soit clair. C'est tellement une supercherie qu'à chaque fois, le seul qui gagne, c'est celui qui a le plus gros budget. Aux États-Unis, ça se compte en centaines de millions de dollars, et c'est celui qui a le plus gros budget. De toute façon, il y a deux partis, démocrates, républicains, et c'est tout le temps la même chose. Si ce n'est pas l'un, c'est l'autre, si ce n'est pas l'autre, c'est l'autre, et ça tourne en rond. Dernier point, la technologie. Je vais aller vite, parce qu'on est un petit peu en retard. La technologie, c'est pareil, c'est le cheval de bataille de la modernité. On est en train d'essayer de faire croire aux pays africains, asiatiques, etc., qu'ils sont arriérés parce que la technologie, c'est la preuve de la supériorité. Et c'est venu aussi ça grâce à la guerre de colonisation, puisque les Français n'ont gagné en Algérie que par une supériorité militaire, c'est tout. Et encore, l'émir Abdelkader a tenu quand même 17 ans, avec du matériel beaucoup moins important. Et on pourrait dire même que la guerre de libération, avec du matériel technologique moindre, les talibans ont battu les Russes, les moudjahidines afghans ont battu les Russes avec beaucoup moins de technologie. Mais néanmoins, la technologie, c'est une imposition par la force de la supériorité intellectuelle de l'Occident face au reste du monde. Mais prenons la voiture. Si on prend la voiture, à partir du moment où une voiture, le trajet que je fais, s'il est plus lent en voiture qu'à pied, la voiture ne sert plus à rien. Et c'est ce qui se passe actuellement dans les grandes villes. Si la voiture, le diesel, va me créer un nuage de pollution qui va tuer tout le monde d'un cancer dans 20 ans, il faut arrêter ce massacre de masse. Prenons l'exemple aussi de la pollution électromagnétique, tout ce qui est GSM, tout ce qui est téléphone sans fil, tout ce qui est courant porteur, tout ce qui est Wi-Fi. On sait aujourd'hui qu'il y a énormément de gens malades qu'on appelle les personnes électrosensibles. On sait que ça fait des migraines et on sait que ça fait des cancers. On a enlevé par exemple les GSM des écoles, on les a éloignés des écoles des enfants parce que ça crée des cancers du sang. Donc, à un moment donné, il faut quand même se rendre compte qu'on a des gens qui sont obligés de vivre dans des maisons métalliques pour empêcher les ondes électromagnétiques de rentrer. Et ça, il y a de plus en plus de gens comme ça. Donc, c'est ça aussi la face cachée de la modernité. Prenons aussi l'exemple de la télévision. La télévision s'est multipliée, on l'a partout, surtout avec les écrans, les tablettes ou les smartphones. La télévision est quasiment dans tous les foyers. Pourtant, celui qui a lu le livre TV et lobotomie de Michel Desmurger, docteur en neurosciences à Lyon, en France, a parfaitement démontré que le cerveau d'un enfant exposé quotidiennement à plusieurs heures de télé était beaucoup moins développé que celui des enfants peu ou non exposés. Et là, vous le voyez très bien sur les dessins. Vous avez en haut les enfants qui ne voient pas beaucoup la télé, qui font des dessins très détaillés. En bas, c'est des enfants qui voient entre 3 et 4 heures la télé par jour et ils font des dessins très grossiers. Ça a été fait sur des dizaines de milliers d'enfants en Allemagne et partout dans le monde. La télévision rend stupide. Ça, il faut bien s'en rendre compte. Passons au matériel informatique. Alors, le matériel informatique, c'est pas compliqué. Vous achetez un matériel ultra moderne aujourd'hui, 3 mois après, il est obsolète. Il faut le jeter, ça y est, il est périmé. Alors, qu'est-ce que ça donne? Tout ça, et tout le monde veut le dernier iPhone. Tout le monde veut le dernier ordinateur qui a un quadruple core i7, etc., etc. Sauf que le résultat est simple.
c'est une pollution extraordinaire de l'Afrique, parce que tout ce matériel se retrouve là-bas. Les gens, ils essaient de récupérer des pièces détachées, tout le reste finit dans des grandes décharges. La pluie qui tombe sur les pièces qui restent, il y a des métaux lourds qui finissent dans les nappes phréatiques. Tout le monde est malade, tout le monde a le cancer. Alors pour récupérer de l'or, etc., ils brûlent le plastique. Le plastique, ça fait des fumées catastrophiques qu'ils inhalent. Alors ils sont tous malades. C'est catastrophique. Là, le monde est devenu une grande poubelle des déchets informatiques. Alors bien sûr, en Occident, il n'y en a pas parce qu'il les sous-traite par les Africains. Donc c'est ça l'humanisme, c'est ça le siècle des Lumières et de la modernité occidentale. Vous avez tous vu le scandale de Volkswagen qui a trafiqué les systèmes de pollution de ces véhicules diesel. Donc ils vendent des véhicules pollués, polluants, ils les trafiquent et il n'y a personne qui va en prison. Voilà, c'est aussi simple que ça. C'est quand même grave. On peut aussi parler d'une question extrêmement grave et que je pense que c'est ça qui va mener l'humanité au désastre, c'est le nucléaire, aussi bien civil que militaire. Alors vous savez qu'au niveau militaire, il y a Nagasaki, Hiroshima, tout le monde le sait, mais il y a eu aussi au niveau civil Tchernobyl et Fukushima. Les océans sont pollués, c'est catastrophique. Et puisque l'époque moderne, et pourtant la France continue à vendre des EPR, des stations de production de nucléaire, comme si de rien n'était. Il suffit qu'il y ait un tremblement de terre qui coupe la station la nucléaire en deux, et vous avez une zone de 100 km qui est inhabitable pendant 5000 ans. Bon. Et puisque l'époque moderne est ce qu'il y a de mieux intellectuellement et humainement parlant, comme nous l'a présenté l'Occident, rappelons qu'il a fallu attendre cette période bénie pour vivre et comptabiliser les deux plus grandes guerres les plus meurtrières de l'histoire de l'humanité. Les armes les plus destructrices ont été créées, des armes de destruction massive, l'arme nucléaire notamment, mais également des armes extrêmement létales, comme les armes bactériologiques et chimiques. On n'a jamais vu autant d'empressement et de moyens consacrés à la fabrication des armes les plus mortelles possibles. On est dans l'ère de guerre d'anéantissement, comme l'expliquait Oswald Spengler. Avant, les guerres, elles étaient conçues pour prendre un territoire et le peuple de ce territoire. Maintenant, il faut tout raser. La matière et l'homme, il faut tout tuer. En conclusion, je vous citerai ici, je peux citer encore ici des dizaines d'exemples de dérives de la modernité, comme je l'ai détaillé dans mon livre « La faillite du monde moderne ». Mais nous allons arrêter cette liste macabre, parce que bon, ça démoralise un petit peu, et que par contre, on peut constater que le prix de la modernité se paie systématiquement en vie humaine. En vie humaine. N'est-ce pas Madeleine Albright qui expliquait que les 500 000 enfants morts en Irak après les 10 années d'embargo, c'était le prix de la démocratie. Elle l'a dit à la télévision dans l'émission 60 Minutes. Après plus de 2 siècles de règne intellectuel mondial, il est évident et légitime de réaliser ce bilan de la modernité. À vrai dire, de très grands intellectuels ont commencé le travail depuis très longtemps, notamment René Guénon, que l'on peut citer avec son ouvrage majeur « La crise du monde moderne » écrit en 1927. On peut citer également Oswald Spengler qui publie en 1918 et 22 les 2 tomes de son livre « Le déclin de l'Occident ». On peut citer aussi l'italien Julius Evola dont l'œuvre importante porte justement sur les failles de la modernité et ses dérives aussi bien intellectuelles que techniques. Tout ceci a été dit, écrit dans le détail. On ne dit rien de nouveau. Comme l'a parfaitement expliqué Malik Bennabi dans ses travaux relatifs au complexe de colonisabilité, à l'instar également du travail d'Ibn Khaldoun dans sa Muqaddima, il faut absolument sortir, absolument s'extraire de ce paradigme moderne afin de pouvoir le penser en toute tranquillité. Il n'est pas question de condamner absolument tout, bien au contraire. Il faut savoir être intelligent, garder ce qui est bon, éliminer systématiquement tout ce qui est nocif. Cela semble logique et raisonnable, mais ce n'est pourtant pas ce que font les sociétés démocratiques modernes occidentales. Le mensonge moderniste doit cesser et laisser place à la réalité et justement à la raison qui nous oblige à constater sa faillite. Il serait dommage et triste que les peuples maghrébins et orientaux en général succombent à cette présentation fallacieuse de la modernité alors qu'une majorité des peuples occidentaux veulent justement en sortir et n'en peuvent plus de ce désordre et de ce chaos.
Il semble clair également, à partir des chiffres donnés plus haut, que si cette modernité n'est pas remise en cause, il n'y aura bientôt plus personne sur Terre pour en débattre. On sera tous morts. Merci pour votre attention. Vas-y, à toi. Qui est tout le temps utilisé, c'est le fait d'utiliser donc des termes péjoratifs, c'est presque des insultes, comme le passé, passéiste, périmé, ringard, réactionnaire, ankylosé, arriéré, archaïque, inadapté, attardé, démodé, la mode, primitif, rétrograde, sous-développé. Et à cela, eux, ils utilisent des termes beaucoup plus positifs. Eux, ils sont évolués, eux, ils sont avancés. Ou tout simplement le futur qui serait obligatoirement meilleur que le passé. Hein. C'est pour des raisons que l'on ignore. Hein. Peut-être que le futur il sera très bon pour vous, peut-être que ça va être une catastrophe. Hein. Vous allez tous mourir, tomber malade, vous ne savez pas ce que le futur vous réserve. Mais dans cette pensée moderne, le futur est obligatoirement meilleur que le passé. Et ça s'est imposé tout seul, sans argument. Petite anecdote, ça c'est le concret qui revient. Rappelons que toute l'industrie du luxe, recherchée par les élites mondialistes millionnaires, ne travaille que sur des matériaux anciens et nobles, mettant en œuvre des techniques millénaires, le marbre, la pierre, le bois précieux, l'or, les textiles précieux. Le critère marketing d'ailleurs de ces entreprises fait justement référence à l'ancienneté de l'entreprise. Ils vont vous dire telle entreprise depuis 1838. Ça, c'est bien pour le business. Pourquoi? Parce qu'ils ont de l'expérience. Par contre, pour la pensée, non. Il faut que des trucs nouveaux que personne n'a testés et qu'on nous impose comme la norme. Et ça, ce n'est pas logique. Ce n'est vraiment pas logique. Le paradigme occidental, un paradigme, c'est tout ce qui fait que nous pensons de la même manière. Par exemple, actuellement, le paradigme en Algérie, c'est le paradigme islamique. Donc on croit en Dieu, on a des rapports sociaux, familiaux, on a des comportements envers le voisin, envers le professeur, envers les enfants, envers le malade, l'économie, tout ça, ça crée un paradigme. Et on pense par rapport à ce paradigme. C'est très difficile de sortir de son propre paradigme, c'est quasiment impossible. Donc, et le paradigme français, le occidental, c'est un autre paradigme. Dieu n'existe plus, il n'y a plus de société familiale, il n'y a plus de morale. Par exemple, un truc, c'est la nudité, il n'y a plus le hashma, la nudité, l'ara, donc mais hashmouch. Donc, alors qu'ici, il y a quand même, c'est vraiment un autre monde. Et ce paradigme-là, occidental, a même créé des partis politiques. Alors, il y a des partis politiques progressistes, les modernes, et ces derniers ils sont opposés aux conservateurs, c'est-à-dire ceux qui, par exemple, croient en Dieu. En France, en Occident, on va parler des chrétiens démocrates, mais ce n'est pas tout à fait cela, ça reste quand même des modernes. Alors, systématiquement présentés par les médias, comme les conservateurs, comme des reliques du passé, des vieux, dépassés totalement par le cours de la vie et son évolution. Justement, parlant de l'évolutionnisme darwinien, ça c'est très important à comprendre. C'est très important de comprendre l'installation insidieuse, vicieuse de cette idée de la modernité dans le cerveau de nos contemporains. En effet, à partir du moment où on affirme que la dernière génération est plus intelligente que la précédente et mieux adaptée à son environnement, on se retrouve dans l'obligation de rendre cette dernière obsolète, périmée.
Donc cette mentalité évolutionniste s'est même imposée au niveau social et économique, avec des résultats catastrophiques, voire meurtriers. N'est-il pas question de nos jours de la survie du plus fort? Et vous savez qui c'est le plus fort, justement? C'est le plus vicieux, sans foi ni loi. Aujourd'hui, on peut dire que la modernité, avec un grand M, est devenue une religion. Voilà. C'est totalement inattaquable, au risque d'être exclu de la société. Je suis sûr que dans la salle, il y a des gens qui doivent se dire « qu'est-ce qu'il raconte celui-là? D'où il sort? Il vient du passé. » C'est normal, c'est normal, mais vous n'avez pas encore réfléchi, pensé à la critique de la modernité, parce que c'est comme si je vous disais que Dieu n'existe pas. Vous allez dire n'importe quoi, qu'est-ce qu'il raconte? Ce n'est pas possible. C'est exactement la même chose. À partir du moment où on ne s'est jamais posé la question, on ne sait même pas que cette possibilité autre existe. Donc, critiquer la modernité est un blasphème. C'est la même chose. Hein. En Occident, c'est la même chose. C'est traité de la même manière dans la société. Il est donc légitime de se poser la question du remplacement de l'ancien système traditionnel millénaire par une hérésie d'une grande fragilité intellectuelle, mais aussi d'une grande violence sociale. Il faut savoir qu'en Occident, on vous met au chômage, c'est très violent. Il y en a même qui vont en prison, c'est vraiment violent. Hein. Il faut bien comprendre que pour imposer cette nouvelle façon de penser, les agents subversifs de la modernité, la pratique quotidienne en politique dans le journal télévisé, la croissance doit rester tout le temps entre 3 et 5, 10% par an. Pour eux, c'est ça ce qu'il y a de mieux. N'importe quel enfant sait que les arbres ne poussent pas jusqu'au ciel et que cette idée folle de croissance continue et infinie est la source, justement, de tous les maux de l'humanité, notamment la pollution, le réchauffement climatique, même si c'est litigieux, le réchauffement climatique, le chômage endémique causé justement par la recherche de profit qui pousse à diminuer les dépenses et les charges, et en premier lieu les salaires. Parce que ça aussi, il faut quand même qu'on l'explique. Pour gagner plus d'argent, ils baissent les salaires, mais si on baisse les salaires, les gens ils ont moins d'argent, ils ne peuvent pas acheter. Donc ce que je fabrique, je ne peux pas le vendre. Donc tout ceci ne sert strictement à rien, c'est complètement absurde. Puisque actuellement, tout ce qui est fabriqué dans le monde est fabriqué en Chine. Donc si tous les Français sont au chômage, qui va acheter la marchandise qui vient de Chine? Mais ça, il n'y a personne qui se pose la question. C'est acté, c'est comme ça. Tabulatkara, c'est comme ça. Et si vous posez la question, vous passez pour un passéiste, un ringard, etc., etc. Pour donner un exemple du visage de cette folie moderne de l'économie virtuelle, on va citer par exemple Jérôme Kerviel, qui s'est rendu célèbre avec la Société Générale, puisque ce monsieur s'est retrouvé en train de jouer en bourse plus de 5 milliards d'euros à lui tout seul, et qu'il a fait perdre à sa banque, la Société Générale. Comment peut-on laisser un seul homme, une seule personne, jouer avec un pactole aussi grand? On peut citer également le trader fou qui, en juin 2009, a passé une commande de 7 millions de barils de pétrole brut depuis son ordinateur personnel, tranquillement installé à la maison. Il était complètement alcoolisé depuis 3 jours. Et cet ordre d'achat a fait bondir. Il était complètement saoul, il a appuyé sur l'ordinateur. Et les cours boursiers du pétrole ont bondi, puisque ça correspondait à 70% du marché, cette commande. C'est dire la fragilité du système. Sans oublier les risques de virus informatiques, etc., qui peuvent basculer la planète en enfer pour rien. Bon, le meilleur exemple pour la fin, le nec plus ultra de l'économie mondiale, c'est Bernard Madoff et ses 70 milliards de dollars spoliés à des milliers de clients dans une gigantesque cavalerie ou pyramide de Ponzi. Je ne sais pas si vous connaissez la pyramide de Ponzi, c'est-à-dire quelqu'un qui me prête de l'argent, je vais lui dire il me prête 100, je lui dis je te rends 110, mais cet argent, je le mange, et quand il va me le redemander, je vais lui donner l'argent du client d'après. Parce que l'autre, il va me donner des sous, l'autre, il va me donner des sous, et au bout de 10 ans, le premier, je vais le payer avec l'argent du dernier. C'est ça une pyramide de Ponzi. Et l'économie européenne occidentale fonctionne sur des pyramides de Ponzi. Il y en a eu plusieurs. Et celle-là, c'est la plus connue, c'est celle de Madoff. On ne sait même pas la somme exacte, c'est entre 60 et 80 milliards. Il y a une grosse partie qui a fini en Israël via Monaco, mais ça, personne n'en parle, c'est pas grave. Donc ce monsieur garantissait 10% de revenus à ses clients, dont certains étaient même heureux de pouvoir être acceptés dans son prestigieux fonds de pension, qui n'était qu'une énorme bulle vide, une arnaque des plus lamentables. C'est des trucs de gamins. Un enfant, il pourrait comprendre ça. Rendez-vous compte, on parle de 70 milliards de dollars.
C'est le budget d'un grand pays européen. Hein. Le budget de la France, c'est 350 milliards d'euros. Le budget de la France entière. Une année de budget, c'est 350 milliards d'euros. Et lui, il a mangé 70 milliards de dollars, on ne sait pas comment. Aux dernières nouvelles, le plus grand fonds de pension japonais, le GPIF, qui s'occupe des retraites des Japonais, vient de perdre ce trimestre 60 milliards d'euros. On ne sait même pas de quoi on parle. Pour finir avec ce chapitre économique, il est aussi important de parler de la place de l'usure, riba. L'usure dans ce système financier, parler de la place de l'usure dans ce système financier, puisque l'usure, c'est la création ex nihilo d'argent qui n'existait pas. Hein, vous connaissez tous le riba, je vous prête 1000 euros, 1000 dinars, vous me rendez 1100, 1200, 1300 dinars. C'est un interdit religieux extrêmement grave, puisque dans Surat al-Baqarah, on sait très bien que Dieu déclare la guerre, Dieu et son prophète déclarent la guerre aux pratiquants de l'usure. Mais on ne va pas rentrer dans ces considérations religieuses, ce n'est pas grave. On va parler d'économie. Toute personne saine peut comprendre que la création systématique de monnaie en parallèle du capital ne peut créer que de l'inflation, encore de l'inflation, c'est-à-dire affaiblir la monnaie. Puisque si vous me prêtez 1000 et je vous rends 1000, si quelqu'un, je lui prête 1000, il me rend 1200, ces 200-là n'existaient pas. Donc ça va créer de l'inflation, la monnaie diminue, il faut imprimer de la monnaie. C'est facile à comprendre. Il faut bien comprendre que contrairement à l'Algérie, qui en est très loin, toute l'économie Avant toute chose, nous allons essayer de définir le concept de modernité. Qu'est-ce que c'est? باللغة العربية c'est العصرنة, c'est العصر الحالي, الحضارة التي نعيشها حاليا. Que veut dire donc ce terme? C'est très simple. Son étymologie vient du latin, latinia modo, qui veut dire maintenant, ou du grec, liunania modos, qui veut dire lyaum, aujourd'hui. En d'autres termes, la modernité est ce qui se passe ici et maintenant, tout de suite. Nous pouvons donc affirmer que la durée de vie de ce concept de modernité est extrêmement courte, puisque le temps nécessaire de le définir nous positionne déjà dans le passé, ce qui rend ce concept plus que hasardeux. Tout le monde peut convenir qu'il est impossible de prendre des décisions pensées dans un temps aussi court. Comment donc imposer ce concept de façon aussi évidente? Donc la modernité, maintenant que j'ai défini la modernité, on est déjà dans le passé. Donc c'est tout le temps courir après quelque chose, après le temps. Le concept récent de modernité qui s'est imposé au monde entier date de la première moitié du XIXe siècle. Il est une résultante directe du siècle des Lumières maçonniques, le maçonnia, la franc-maçonnerie, le Bina al-Hur. Il s'oppose ainsi naturellement à tout ce qui est traditionnel, tout ce qui est taqalid. On le retrouve dans la littérature utilisée pour la première fois par Balzac en 1822. Il prend pour sens l'âge moderne, l'asr al-hadith. L'origine maçonnique de ce concept est extrêmement importante à saisir, il faut bien le comprendre, car l'objectif de la modernité est de penser le monde avec la raison, en dehors de tout ce que ces initiateurs nomment la superstition religieuse. Nous, les croyants, on est devenus des superstitieux, des genres de juhala, jahiliya avant, on n'est pas intelligents. Et eux, ils sont intelligents parce qu'ils utilisent la raison. La modernité est donc un concept athée, sans Dieu, purement matérialiste, c'est très important, le matérialisme, le madda, c'est tout ce qui est quantifiable, ma huwa mawzoun mahsoub, c'est-à-dire 25 grammes, 30 kilos, 25 kilomètres, 1 milliard, 300 millions, tout ce qui est mawzoun, alors que, je le dis comme ça au passage, tout ce qui est important pour l'homme, كل ما هو هام للإنسان غير موزون، الأخوة، الحب، الخوف، المحبة، كل ما هو مهم عند الإنسان غير موزون.
C'est impossible de le quantifier. Et c'est pourtant l'inverse qu'on nous dit. On appelle ça aussi le progrès. Les philosophes des Lumières voulaient justement remplacer l'idée de Dieu par la raison. Voilà. Ils ont tué Dieu et ils ont remplacé, ils ne pouvaient pas laisser la place vide, il fallait mettre quelque chose. Ils ont dit c'est la raison, tafkir l'insan, c'est-à-dire que moi tout seul, je peux répondre à toutes les questions, d'où on vient, pourquoi je suis là, pourquoi l'humanité, pourquoi j'ai des enfants, qu'est-ce que l'amour, qu'est-ce que la fraternité, toutes ces questions-là, maintenant on va les penser par la raison. Et donc la science, la technique, etc. À partir de ce moment, l'homme n'avait plus besoin de penser la création, puisqu'ils avaient décidé ainsi. La rhétorique moderne, ilm al-balagha, la rhétorique c'est ilm al-kalam, ilm al-balagha, est extrêmement puissante et pernicieuse, puisqu'elle placera toute critique, la visant, dans le camp opposé de l'ancien temps, l'arriération mentale, le passé. Ses adversaires seront appelés des has-been, des gens qui qdam, insan qadim. Comme si cette époque était une entité indépendante, comme si maintenant c'était un pays, comme si c'était quelque chose d'indépendant, existant de lui-même, qui imposerait son choix civilisationnel à la multitude. Alors qu'on sait très bien que ce sont des personnes qui ont choisi ça et qui l'ont imposé à nous. On peut aisément rappeler à l'assistance les arguments que les tenants de la modernité développent à chaque fois qu'ils sont en face de traditionalistes comme nous. Il y a la phrase la plus connue, c'est « il faut vivre avec son temps ». Ce qui ne veut strictement rien dire, ce n'est pas un argument. Mais comme tout le monde l'entend à la télé, tout le monde le répète. C'est la télé maintenant qui décide ce qu'on doit penser, subhanallah. Un autre argument, l'économie européenne, occidentale, est basé sur l'usure. L'achat de maisons, l'achat des voitures, des meubles, de l'électroménager, matériel professionnel. Il y en a même qui payent les salaires avec des prêts bancaires. Toute l'activité économique est usure. Pire encore, ils ont même créé un concept encore plus fou, c'est l'anatocisme, c'est de l'usure sur l'usure. C'est grave, c'est-à-dire rien sur rien. Et on comprend maintenant pourquoi le monde va si mal. Cette virtualité ne peut que s'effondrer devant les yeux de toute personne qui accepte de voir la réalité en face. Alors là, c'est le système économique occidental s'effondre. C'est un fait, on ne le discute pas. Je ne demande pas votre avis ou mon avis ou l'avis de quelqu'un d'autre. Tout s'effondre. Et d'ailleurs, si vous voyez bien à l'écran, la ligne du bas, ici, c'est donc la bleue, c'est la dette de la France depuis 1978, enfin des années 70 jusqu'à aujourd'hui, sans l'usure, et en haut, c'est l'usure, c'est la dette installée avec l'usure. Donc si on n'avait pas installé l'usure, la dette elle serait en bas, et donc si on appuie sur la prochaine diapositive, vous allez comprendre la différence que représente au niveau de la dette française, les 2500 milliards d'euros, l'usure, qui est quasiment irremboursable. Si nous avons commencé cette conférence avec la question économique, c'est parce que justement, elle dominera toutes les autres questions. Systématiquement, l'argent reviendra. L'argent est tout le temps central. Traitons par exemple maintenant de la question de la santé moderne. Qu'en est-il de la santé? Là encore, on nous fera croire que les avancées scientifiques ou technologiques au niveau de la santé sont spectaculaires et d'une efficacité inégalée. Sauf que la réalité est souvent décevante, car l'argent a pris le contrôle. Avant toute chose, il faut savoir différencier le soin proprement dit, qui aboutit à la guérison suite à la prise de médicaments, toute une vie durant. Quand on dit « je vais soigner quelqu'un », vous allez chez le médecin, il vous donne un traitement, au bout d'une semaine, 15 jours, 1 mois, vous guérissez, c'est fini, vous redevenez normal, bien. Si vous prenez des médicaments pendant 40 ans, 50 ans, j'appelle pas ça soigner, vous êtes malade. Vous êtes un malade traité. On appelle ça en France une affection longue durée. C'est-à-dire que vous allez prendre vous avez du diabète, de l'insuline à vie, vous avez de l'hypertension, vous allez prendre des antihypertenseurs à vie, etc., etc. Donc on n'appelle pas ça soigner. C'est un échec du système moderne à soigner ces maladies. Il faut bien qu'on se mette d'accord là-dessus. En d'autres termes, les systèmes de santé modernes ne soignent pas les gens, mais les font entrer dans un système de dépenses de soins interminable et totalement inefficace. Pourtant, des milliards ont été injectés dans la recherche depuis 30 ans, on attend toujours les résultats.
Je crois que c'est De Gaulle qui disait aux chercheurs, vous cherchez beaucoup, ça serait bien qu'un jour vous commenciez à trouver. Parce qu'on appelle ça des chercheurs, ils cherchent. Mais à un moment, il faudrait commencer quand même un petit peu à trouver des remèdes. La médecine moderne ne soigne pas le diabète, la médecine moderne ne soigne pas l'hypertension, la médecine moderne ne soigne pas le cancer, la médecine moderne ne soigne pas les maladies neurodégénératives, Parkinson, Alzheimer, sclérose en plaques, etc. La médecine moderne ne soigne pas les maladies psychiatriques, etc., etc., etc. Il est question ici d'une très grande proportion des malades qui sont obligés de prendre tous les jours des traitements totalement inefficaces et avec des effets secondaires parfois lourds. On pourrait aller plus loin puisque la médecine moderne ne soigne même pas la grippe. Mais bon, c'est pas grave. Pire encore, la médecine moderne, plus exactement Big Pharma, a décidé d'inventer des maladies. Il suffit de lire le livre de Georges Blech, Les inventeurs de maladies, afin de pouvoir vendre des médicaments. On peut citer par exemple la vieillesse qui est devenue une maladie, comme la ménopause. Maintenant, ils veulent créer la ménopause chez l'homme, l'andropause. Ou un exemple très important, c'est la grossesse. La grossesse, c'est devenu une maladie. D'ailleurs, maintenant, une femme qui doit accoucher naturellement, il faut qu'il lui coupe le ventre, faire une césarienne pour facturer une belle chirurgie. C'est pratiqué en France, en Italie, en Algérie, partout c'est pratiqué. C'est quand même gravissime, parce que je vous signale qu'une femme qui a fait 3 césariennes, elle ne peut plus avoir d'enfant. On lui interdit, c'est très grave, c'est un acte criminel. D'ailleurs, c'est considéré dans le droit français comme de la mutilation, c'est comme si vous l'avez torturé. Pourtant, les moyens ne manquent pas, la technique non plus. Ils ont des machines, ils ont de l'outillage pour faire de la recherche. Cela fait 30 ans que les centaines d'universités occidentales engloutissent des budgets faramineux en recherche. Pourtant, le résultat sur le cancer est quasi nul. On ne soigne pas le cancer aujourd'hui, c'est clair. Il y a 2-3 cancers liquidiens du sang qui sont soignés. Tous les autres, au bout de 5 ans, vous êtes morts. Est-ce que c'est clair? Ça, c'est une étude anglo-australienne qui a été faite sur plus de 250 000 patients. La durée de vie au-delà de 5 ans, c'est 2%. Voilà, sur 100 malades qui ont été traités, il reste affirmé que ce changement allait offrir plus de liberté aux hommes, améliorer leurs conditions, aussi bien matérielles qu'intellectuelles, que spirituelles. On a promis à l'homme qu'il allait accéder au statut de citoyen libre, avec une notion d'égalité des droits essentiels. C'était quasiment le paradis. Il est aisé de comprendre que ce qui s'est passé dans le réel est l'exact contraire des promesses tenues, puisque nous pouvons affirmer qu'une fois le régicide accompli en France, dès qu'ils ont tué le roi en 1793, le roi a immédiatement été remplacé par le banquier. C'est aussi simple que ça. Dont le pouvoir aujourd'hui est bien plus important que celui des rois, quand bien même ces derniers étaient détenteurs de l'absolutisme royal. Le roi, il était très puissant, il avait le droit de vie et de mort sur ses citoyens, mais les banquiers aujourd'hui, ils ont plus de pouvoir que le roi. Quant à la condition humaine, il suffit de voir la télé, elle est encore plus lamentable puisqu'il n'y a jamais eu autant de pauvreté, d'exclusion, de marchandisation des hommes, de souffrance morale et d'humiliation qu'aujourd'hui. Il suffit d'allumer votre télé ou de lire les journaux. Il n'est pas question ici de remettre en cause toute découverte scientifique positive qui serait utile à l'humanité. Loin de nous cette idée saugrenue et stupide. Il est question ici de penser cette modernité comme elle s'est imposée à nos contemporains, de la déconstruire, de remettre en cause ses fondations intellectuelles très fragiles. On reconnaît un arbre à ses fruits, comme le disait Sayyidina Isa alayhi salam. Et les fruits de la modernité, il faut bien dire qu'ils sont pourris. Donc je vais commencer, je vais traiter de 5 sujets très simples, l'économie, la santé, etc. Alors commençons par l'économie. L'économie est peut-être ce qu'il y a de plus moderne, symboliquement, puisqu'elle se vante d'utiliser les mathématiques les plus avancées sur ses places boursières. D'ailleurs, la majorité des transactions sont réalisées à haute fréquence, avec des ordinateurs ultra puissants. Les traders sont formés dans des très belles universités spécialisées. Ils utilisent les algorithmes les plus complexes. Dès qu'ils quitteront leurs écoles de formation, ils iront chercher du travail sur les places boursières et commenceront ainsi à spéculer et détruire le travail des autres. Il faut rappeler que la science économique est une science humaine, ce n'est pas une science exacte. Donc la science économique, c'est un choix idéologique. C'est-à-dire, je veux vendre beaucoup de marchandises, je baisse le tarif, ou sinon, je vends cher, mais je vendrai peu, c'est un choix. Je vais vendre de la qualité chère, qui va durer longtemps, ou je vends de la camelote chinoise en grosse quantité pas chère.
Ça n'a rien à voir avec la science, ce sont des choix, tijara. Afin de tromper son monde, bien sûr, la modernité va utiliser des termes qui font peur, qui impressionnent, comme par exemple les subprimes, les CDS, les crédits défaut swap, les dark pools, les HFT, High Frequency Trading, la titrisation. Mais en fait, il y a une enquête qui a été réalisée aux États-Unis pour savoir si les économistes savaient tout ça. Et en fait, non, ils ne connaissent même pas les produits qu'ils vendent. C'est juste des vendeurs, hein, c'est extraordinaire. En fait, tout le monde est impressionné, ils se disent qu'ils gagnent beaucoup d'argent parce qu'ils sont intelligents, ils savent ce qu'ils font. En fait, pas du tout. Hein. Personne ne sait ce qu'il fait dans cette affaire. Hein. Le résultat de toute cette folie n'est pas très compliqué. Alors que l'Algérie n'a quasiment plus de dettes, voire plus du tout de dettes, la France a dépassé les 2500 milliards d'euros de dettes. Aux USA, on est aujourd'hui à 60 000 milliards d'euros de dettes. 60 000. Est-ce que vous savez que la planète entière, tout ce qu'elle possède, la planète entière, est estimé à 50 000 milliards d'euros. C'est-à-dire que là, les États-Unis ont eu une dette plus chère que les biens de la planète. Donc, la première réflexion qui vient à l'esprit, elle est irremboursable. Il n'y a pas assez d'argent sur Terre pour rembourser la dette américaine. Il faut savoir également que la spéculation boursière met en jeu virtuellement les dizaines de fois la somme de la richesse mondiale. Donc tout ceci, c'est du vent. Sauf que lorsqu'un trader spécule à la bourse de Chicago, le Forex, ou sur les matières premières alimentaires justement, il arrive que des émeutes de la faim explosent dans le monde, ici et là. C'est extrêmement sérieux et grave tout ça. Nous pouvons également parler du concept très moderne de croissance. Alors la croissance, c'est assez extraordinaire comme concept. Selon les économistes, un pays se doit d'avoir au minimum entre 3 et 5% de croissance par an afin de créer de la richesse et de l'emploi. Hein? C'est comme ça. Bizarrement, absolument personne ne s'est posé la question de cette croissance infinie dans un monde fini. C'est-à-dire qu'on a 35 millions d'Algériens, vous ne pouvez pas leur vendre 35 millions de voitures, puisque ce n'est pas possible. Donc normalement, une usine, elle va limiter sa fabrication. C'est aussi simple que ça, sinon les voitures, elles resteront sur le marché et ça va baisser le prix de la voiture. C'est logique ça à comprendre. Pourtant non. Dans la théorie